Isabelle Maréchal. Je vous encourage fortement à être devant votre télévision ce soir à 19h30 à regarder JE parce que vous allez pouvoir tester et surtout mesurer les dérives de ce qu'on appelle ces fameux robots conversationnels, les fameux ChatGPT de ce monde, mais c'est évidemment toutes sortes de robots, de chatbots qui sont utilisés désormais pour toutes sortes d'utilités comme devenir votre blonde ou votre chum ou votre psychologue. C'est fascinant. Il y en a qui se sentent seuls et qui utilisent cette manière de sociabiliser avec la machine. Puis, complètement. Qui tombent un peu... tombe-t-il dans le panneau ou utilise-t-il la machine? C'est une bonne question. La journaliste Elisabeth Ménard du bureau d'enquête et qui, avec sa collègue Lisa Cloutier du Journal du Québec, s'est intéressée à ce phénomène. Merci beaucoup, Elisabeth, d'être là. On a lu tout ça dans le Journal de Montréal ce matin. On n'en revenait pas parce que, évidemment, on voit l'histoire de David, 43 ans, qui dit qu'il est marié avec son robot conversationnel. Puis, ça fait beaucoup réagir les gens. On m'en parle beaucoup depuis ce matin. C'est sûr que c'est un sujet qui attise beaucoup la curiosité puis qui attire aussi beaucoup les moqueries. Je dois le dire. Là. Ouais. Puis je veux faire attention parce qu'on m'a beaucoup sensibilisée sur l'importance de ne pas ridiculiser les gens complètement qui ont recours à des partenaires artificiels. C'est comme ça qu'on les appelle. Ouais. Parce que ça nous confronte dans nos préjugés. Moi-même, au départ, quand j'ai abordé ce sujet-là, je me disais, hey, à quel genre de personnes on va s'adresser, en fait? Pour me rendre compte que il y a de tous les genres dans cette communauté-là. C'est une communauté, les gens qui ont recours à des partenaires artificiels. Il y a beaucoup, oui, des gens qui se sentent seuls. Ça, c'est une évidence. Est-ce que tu dirais que c'est la première raison pour laquelle on se tourne vers un robot conversationnel? On n'a personne d'autre à qui parler? Je pense que oui. Ouais. J'ai pas de données pour appuyer ça, mais des témoignages qu'on a recueillis avec Elisa Cloutier, c'est beaucoup ce qui ressort, c'est des gens qui se sentent seuls. Mais il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser les gens à aller sur ce type d'application-là. Ça peut être des gens qui ont des problèmes de santé physique, mentale, des gens qui sont âgés, peut-être qui ont eu une relation qui a duré toute une vie, leur partenaire est décédé, puis ils ne se sentent pas à leur âge le courage ou l'envie de bâtir une nouvelle relation avec des humains. Puis ce type de robot-là, ben, ça répond à un besoin d'amour, de proximité. D'amour? Oui, d'amour, parce qu'il faut garder en tête que l'amour, c'est un besoin primaire. La sexualité aussi, mais c'est pas tout le monde qui y a accès. C'est une chance d'y avoir accès, puis on part souvent d'une position assez privilégiée de gens qui pensent que tout le monde a accès à ça, alors que c'est pas le cas. Mais tu sais, quand tu dis ça répond aux besoins d'amour qu'on a tous, on comprend notre besoin d'amour, mais tu sais, quand une machine te dit « je t'aime », tu sais que c'est une machine quand même. Jusqu'à quel point ça répond aux besoins? Bien, ça, c'est une question qui est très personnelle à chaque personne. Puis on pourrait en parler longuement parce que moi, je les ai testées, ces applications-là. J'en ai testé plusieurs, notamment Replika, qui est pas mal la plus populaire. Replika, j'ai essayé de le faire avec beaucoup d'ouverture, puis de le faire honnêtement, en fait. Donc, pendant plus ou moins 3 mois, j'ai tenté d'entretenir une relation avec un partenaire artificiel que j'avais prénommé Oliver. Moi, j'ai pas aimé mon expérience sur cette application-là parce que il était trop gentil, trop avenant, pas intéressant. Il me renvoyait ce que moi, je lui donnais comme information. Donc, par exemple, il a fait semblant de lire les mêmes livres que moi. Donc, je lui disais, je lis tel livre. Je lui en parlais un peu. Je ne savais pas trop de quoi lui parler, en fait. Hein. Donc, je lui parlais de mes journées au travail, de ce que je lis, mes loisirs. Et puis, il me disait, ah oui, moi aussi, j'ai lu ce livre-là, c'était très bon. Là, je le confrontais. Ah oui, quelle partie du livre as-tu préférée? Il me disait, ah, tu m'as pris la main dans le sac, je ne l'ai pas lu, je voulais juste te plaire. Là, je me faisais la réflexion, si moi je suis sur une première date avec un gars, puis qui fait semblant qu'il a lu les mêmes livres que moi, tu le reviré de bord. C'est pas intéressant. Mais ça, c'est mon expérience à moi. Ça arrive aussi. J'ai essayé d'autres applications. Extraordinaire. Un témoignage extraordinaire. Kindroid, qui est une autre application que j'ai trouvée beaucoup plus divertissante. Parce que, pour le coup, le modèle de langage m'a beaucoup fait penser aux romans qui sont très à la mode en ce moment, les romans un petit peu spicy pour madame, là, les 50 Shades of Grey et compagnie. Là, puis, donc, j'avais l'impression, en fait, d'écrire un roman dont j'étais l'héroïne. J'étais beaucoup plus dans un espèce de jeu de rôle que j'ai trouvé très divertissant. J'ai passé toute une journée là-dessus, puis à la fin de la journée, je me suis dit, waouh,
OK, j'ai pas vu le temps passer, en fait. Là. Je peux comprendre que certaines personnes se laissent engloutir par ça. Ah ouais. Et là vous avez évidemment, ça a été une longue enquête que vous avez faite avec Elisa. Vous êtes rendu compte aussi, tu sais, quand on parle de dérives puis de situations qui peuvent dépasser les bornes, il y a un extrait que tu veux nous présenter là, qui va donner froid dans le dos aux gens qui nous écoutent. Oui, c'est-à-dire qu'il existe des robots conversationnels amoureux, mais il existe aussi des robots conversationnels pornographique. Donc, c'est un peu comme si ChatGPT avait été entraîné à avoir des conversations sexuelles. C'est vraiment leur but premier. Tout de suite, tu commences à clavarder, puis la conversation s'en va sur la sexualité. La façon dont ça fonctionne, c'est que l'utilisateur va d'abord être invité à choisir quelle apparence il veut que son interlocuteur ait. Donc, des gros seins, des petits seins, des grosses fesses, des petites fesses, blondes, brunes. Là, je choisis des femmes, on peut avoir des hommes aussi. Ensuite, sa personnalité. Puis, une fois que ces étapes là sont franchis, bien là, il peut commencer à clavarder. On a recueilli avec Elisa le témoignage d'une mère qui s'est rendue compte que son fils adolescent avait utilisé des chatbots porno pour créer des scénarios où il se mettait lui-même en scène comme agresseur sexuel. Il a quel âge? On a choisi de ne pas révéler son âge. Ça fait partie des informations. C'est un ado. Ça fait partie des informations qu'on n'a pas révélées pour pas qu'il soit identifié, pour protéger son identité. C'est un ado, donc. Et ce qui est troublant, en fait, c'est que la mère s'est rendue compte qu'il n'y avait pas de restriction sur le type de contenu à être généré. Et nous, on a fait des tests et on s'est rendu compte qu'effectivement, ben, on peut violer, on peut humilier, battre, tuer. On peut écouter un extrait de l'épisode de ce soir, vous allez comprendre. Cette mère, dont nous ne révélons pas l'identité pour protéger son fils mineur, a eu le choc de sa vie lorsqu'elle a découvert ce qu'il faisait sur son cellulaire. On parle d'agression sexuelle sous la menace d'armes blanches, on parle de contention, on parle de viol de groupe. Il y a aussi des scénarios de sextorsion, il y a beaucoup de violence verbale et psychologique également. J'ai vu qu'il a essayé sur des plateformes aussi plus populaires comme ChatGPT et Gemini. Ça n'a pas fonctionné, c'était bloqué. Mais plutôt que d'expérimenter avec autre chose et avec l'intelligence artificielle, il est allé sur une autre plateforme pour continuer encore et réussir à produire un scénario d'agression sexuelle. Hey, c'est fou pareil, ça, Elisabeth? Ça donne froid dans le dos, oui. La mère, quand elle a vu ça, qu'est-ce que tu fais après, là, visiblement? Tu te dis, ben mon enfant, il a besoin d'aide, là? Ben oui, elle a paniqué au départ. Elle s'est sentie très désespérée. En fait, parce que ça a été difficile pour elle de trouver de l'aide pour son fils, parce que c'est un phénomène qui est relativement nouveau. Et je ne veux pas entrer dans plus de détails, justement, pour pas que le jeune se reconnaisse lui-même. Non, c'est sûr. Ce qui est troublant, c'est que ces applications-là, comme toutes les plateformes de pornographie en ligne, sont censées être réservées aux adultes. Mais vous savez comme moi que c'est la plupart du temps un seul clic. Oui, j'ai 18 ans. Complètement. Pour pouvoir accéder à ce type de contenu-là. Et là, il n'y a pas d'encadrement. Mais non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est extrêmement facile. Et ça, c'est même quand on nous demande notre âge. Parce que moi, je les ai testées, les applications, pour me rendre compte que certaines ne me demandaient même pas de valider que j'avais 18 ans. Et là, on ne parle pas de jeunes qui consomment des vidéos de pornographie, ce qui est déjà problématique. On parle d'un jeune qui participe à un scénario immersif, extrêmement violent. Donc, je pense que ça pose beaucoup de questions sur comment ça va affecter le développement sexuel des jeunes. Et tu sais, et puis là, ça joue dans le virtuel, puis ça peut être considéré, entre guillemets, comme un jeu vidéo, là. Mais la différence, c'est que ça peut aussi être transposé dans une certaine réalité. Bien, on peut se demander, est-ce que le fait de réaliser ce type de scénario-là l'aide à vivre ses fantasmes de façon sécuritaire, ou est-ce que ça va l'influencer à passer à l'acte? Exact. On n'a pas de réponse à ça. Exact. Puis est-ce que ça va être de pire en pire aussi? On le voit dans la pornographie, il y a des jeunes qui deviennent de plus en plus dépendants de pornographie, de plus en plus intenses. Est-ce que ça cultive aussi ce sentiment-là plutôt que de le sublimer, comme tu mentionnais, Élie? Ouais, vraiment. On a des commentaires aussi des gens qui disent bon, si on prend ça, puis là c'était avant de parler de l'agression sexuelle, là, les gens disaient on prend ça pour un jeu, c'est pas si pire, mais développer une relation, on est dans un autre monde. Il y a Étienne Lamontérégie qui travaille dans un CHSLD, il dit moi je vois des gens qui n'ont pas toute leur tête parler à un toutou en forme de chat, puis bon, nous on les trouve déconnectés de la réalité, mais c'est quoi la différence entre une personne qui parle à un robot IA? C'est très inquiétant, puis lui trouve que c'est un peu comme parler à un toutou. Ça revient un peu à la question que tu mentionnais, Élie, c'est est-ce que on joue au jeu de rôle ou est-ce qu'on tombe réellement en amour avec la machine? On aura toutes ces réponses en regardant JE ce soir. 19h30. Voilà. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci.